It's a horrible situation in the entire city of Jackson. No water to drink. We can't drink it. I'm not able to cook like I want to cook. We can't brush our teeth with it. I honestly don't even want to bathe my baby in Jackson's water. It's not normal. This is not the first time this has happened. I believe racism plays a big part of that. So it came to a boiling point, and you see where we are now. But it's good that the federal government's finally getting involved in it and they're going to fix it. En américain, on dit réservoir. Le Ross Barnett Reservoir de Jackson est censé alimenter la capitale de l'État du Mississippi. Mais à la fin du mois d'août, à la suite d'inondations, des pompes ont lâché et pendant une semaine, il n'y a pas eu d'eau du tout. L'armée et les services de secours fédéraux sont intervenus. Des millions de bouteilles ont été distribuées pour les 150 000 personnes touchées. Le monde entier nous regarde et nous devons élever la voix et dire que les habitants de Jackson doivent avoir un système d'adduction qui soit fiable. Il le faut. Et nous espérons que tout le monde va se mettre au travail pour nous aider. On va se battre pour améliorer ce système défaillant depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, 7 jours plus tard, je suis très heureux de vous annoncer qu'en ville, la pression est revenue au robinet. Il y aura peut-être d'autres jours difficiles, mais malgré tout, les habitants de Jackson peuvent y croire à nouveau. L'eau coule des robinets, la chasse d'eau des WC fonctionne et les incendies peuvent être combattus. Si le réseau de distribution de l'eau s'est effondré, c'est que la ville n'a plus les moyens de l'entretenir. Les impôts ne rentrent plus. Jackson a perdu un quart de sa population depuis les années 80, passant de 200 à 150 000 habitants, laissant des milliers de maisons abandonnées et de commerces fermés. 2 mois après la crise, si l'eau est revenue au robinet, elle n'est toujours pas potable et la population à 80% noire est à bout. Les gens en ont marre. Vous savez comme c'est important d'avoir de l'eau dans votre maison. Les gens ne comprennent pas pourquoi cela dure depuis si longtemps. Rien n'est fait. Comment ça peut tourner? Comment les gens les plus modestes peuvent réagir? Il faut que cela cesse, maintenant. Dans le centre qui accueille les enfants après l'école, la machine qui filtre et purifie l'eau du robinet est toujours autant sollicitée. Le quartier de West Jackson, 30 000 habitants, concentre à lui seul tous les problèmes. Eli, 27 ans, en est bien conscient et il sait que la situation est explosive. Chez moi, on fait bouillir l'eau depuis que je suis gamin. J'ai toujours connu ça. Ça a toujours été difficile, Jackson. La réputation de la ville est négative à cause de la criminalité et tant d'autres choses. On connaît tout ça. Alors oui, les gens peuvent basculer vers un point de rupture parce qu'ils sont fatigués et en colère. Oui, l'impensable pourrait arriver. Il y a beaucoup de raisons pour faire une révolution. Eli travaille à Cooperation Jackson, une association de quartier qui est un des rares lieux de vie à West Jackson. L'association est connue ici pour son idéologie marquée à gauche, proche du mouvement Black Lives Matter. Joshua en est le directeur. C'est juste une mesure de sécurité. Pour protéger ce que nous avons à l'intérieur. Coopération Jackson, c'est une multitude de choses.
dans l'esprit des organisations du peuple noir, pour démocratiser l'accès au secteur économique, pour donner plus de moyens aux Noirs, pour qu'ils puissent faire leur choix. Pendant la crise de l'eau, ils ont distribué près de 300 000 bouteilles dans le quartier. Je crois que cette crise de l'eau a révélé toutes les contradictions dans notre système de gouvernance. Quelle place pour l'autorité publique? Comment l'État doit-il protéger les plus faibles qui vivent ici? Dans ce sens, je crois que les théories de gauche deviennent de plus en plus populaires. Mais cela reste assez théorique, ce sont des mots. Des projets comme celui de Coopération Jackson, dans notre ville, mais aussi au niveau national, cela renforce la gauche. Cela permet à plus de gens de se tourner vers la gauche et de comprendre de quoi il s'agit. Bonjour, bienvenue à Campbell's Bakery, Fondren, Mississippi. Le quartier de Fondren est un des seuls qui essaye tant bien que mal de survivre. Les restaurants ont pris l'habitude de stocker de l'eau minérale. Il y a des entrepreneurs qui y croient encore, comme Arden Barnett, organisateur de concerts et de festivals. Vivre dans une ville qui, dirons-nous, ne tourne pas à plein régime, c'est décourageant. Aussi parce que les jeunes ne veulent pas rester ici. Ils s'en vont. Vous savez, moi j'ai des employés qui sont prêts à déménager parce qu'ils ne veulent plus vivre à Jackson. Et si tout le monde commence à quitter le navire, ça deviendra une ville fantôme. Certains auraient les moyens de vivre ailleurs, mais ils ont fait le choix de rester. Ils se retrouvent notamment au café Urban Foxes. Le samedi matin, il y a un marché de créateurs. On y déguste des expressos bio et des gâteaux véganes. Un univers qui plaît à Mary Adeline et William, engagés à gauche, tout en admettant que l'endroit n'est pas très mélangé. Il n'y a que des blancs. Ils en sont conscients et ils voudraient que cela change. Moi, ce que je voudrais voir ici, c'est plus de moyens. L'argent qui est injecté dans la ville devrait être mieux réparti entre les quartiers. Ici, vous avez un joli quartier, il y a de belles rénovations, ça bouge. La ville et l'État aident. C'est bien et j'adore ça. Mais il est plus important de s'occuper de toutes ces maisons qui s'écroulent dans d'autres quartiers. Moi, je crois qu'il faut que l'on se batte tous ensemble, parce que l'État ne nous aidera pas à réparer les routes et le réseau d'eau. Je crois que cela viendra seulement des résidents de Jackson eux-mêmes. Allons faire un tour en voiture à travers Jackson, que je vous montre un peu tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre l'endroit où nous sommes et là où beaucoup de gens vivent. William est un jeune avocat qui aide les migrants dans leur démarche. Il nous emmène dans le vieux pick-up hérité de son grand-père. Première étape, le Capitole, le siège de l'État du Mississippi, tenu par les républicains. Pour moi, il ne fait pas de doute que les républicains aimeraient déplacer ailleurs ce Capitole. Parce que beaucoup d'élus détestent venir ici. Ils aimeraient que l'argent sorte d'ici et qu'ils prennent leurs décisions ailleurs, dans un endroit plus blanc. Parce qu'ils n'aiment pas venir ici pour voir ce qu'ils ont fait. Parce qu'à 3 rues du bâtiment du Capitole, certaines maisons n'ont même plus de portes. Et ils sont forcés de voir ça chaque fois qu'ils viennent ici. Tout le monde ici se bat pour survivre au quotidien. Je suis de gauche, j'ai fait des études, alors je me dois de porter ce combat vers ceux dont les décisions ont un impact sur la vie des gens ici. Il faut se battre pour aider ceux qui ne peuvent y arriver par eux-mêmes, parce qu'ils sont coincés dans ce genre de quartier. Cette ville est à l'abandon, mec. C'est un des quartiers qui a été le plus touché par les coupures d'eau. C'est le symbole d'un État à majorité blanche qui ne soutient pas financièrement une ville à 80% noire.
Ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils le font, il n'y a aucun doute. Cette crise, c'est comme le lait qui déborde après des années de sous-investissement volontaire. Ils veulent que la ville échoue. C'est juste une manifestation de plus des suprémacistes blancs. Car Jackson est une de ces villes qui depuis longtemps connaît des tensions raciales. William a tenu à nous amener devant la maison de Medgar Evers, un militant des droits civiques assassiné par le Ku Klux Klan en 1963. Au robinet, la pression est revenue. Les habitants peuvent de nouveau arroser leur jardin. Nous savons pourquoi tout ça est arrivé, parce que l'État du Mississippi ne donne pas d'argent à Jackson. Moi, je suis éducatrice ici dans l'État. Je fais ce travail depuis 26 ans et de voir un tel manque de moyens, même dans l'éducation, les infrastructures, c'est moche. Les secteurs qui auraient besoin de plus d'attention ne reçoivent rien. Quel que soit le parti politique, on ne s'attend pas à ce qu'ils nous viennent en aide. La politique nationale, les gens n'y pensent pas ici. Ils essaient d'abord de survivre au quotidien. Loin de l'imaginaire du petit Tom Sawyer sur les rives du Mississippi, l'État éponyme est aujourd'hui l'un des plus pauvres du pays. Des villes entières paraissent à l'abandon. La guerre de sécession y est toujours dans les esprits. Ici, c'est le Sud, terre d'esclavage. La ségrégation se retrouve plus que jamais dans la vie politique du Mississippi. La population noire ne vote pas beaucoup et la population blanche reconduit systématiquement les républicains au Capitole. Des élus très conservateurs, comme Lucien Smith, avocat, ancien patron du Parti républicain de l'État, il fait partie de cet establishment blanc, éduqué, qui a pu voyager en Europe. Moi, j'adore le Mississippi. J'ai habité Paris quand j'étais plus jeune. J'ai choisi habiter ici à Jackson parce que c'est chez moi, je veux être ici. Mais la plupart des gens, quand ils pensent au Mississippi, ils n'ont pas des images très agréables de l'État. Et ils pensent à des problèmes dans notre histoire. Et quand il y a des choses comme ça, pour moi, c'est un désastre d'image aussi. Les républicains accusent d'incompétence les démocrates qui tiennent la mairie. Cette crise de l'eau symbolise une des manifestations de la radicalisation de la vie politique. Avant, vous aviez des républicains modérés et même des républicains de gauche. Et vous aviez des démocrates modérés, des démocrates du centre droit. Mais c'est quelque chose que l'on ne voit plus beaucoup. Moi, je me définis comme un conservateur et je suis du côté des républicains conservateurs. Mais je constate qu'il n'y a plus beaucoup de tolérance envers les gens les plus modérés des deux camps. Je crois que c'est ce qui a changé au cours des 20-30 dernières années dans le pays. Tous les regards se tournent alors vers la municipalité et son charismatique maire, démocrate, Chokwe Lumumba. Ce soir, il prend la tête d'une parade motorisée appelée ici Motorcade, version polluante et bruyante de la cavalcade. Une fois par an, le maire fait la tournée des quartiers de Jackson et le moins que l'on puisse dire, c'est que son déplacement ne passe pas inaperçu. Premier arrêt, sur le campus d'un lycée. On s'embrasse, on se congratule et l'on est fier d'être au service de la population en majorité noire, tout comme la police municipale qui met en avant sa proximité avec les citoyens pour que la situation ne se dégrade pas encore plus.
On a vu des troubles à travers toute l'Amérique. Et Dieu merci, je touche du bois, nous n'avons pas connu ici les problèmes que la plupart des villes ont rencontrés. Et je crois que c'est grâce à notre proximité très forte avec la population. On connaît nos quartiers, on les aime, on est à leur service. N'hésitez pas à faire appel à nous. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Et le maire, qui aime se présenter comme le plus à gauche des États-Unis, refuse d'assumer seul la responsabilité de la crise de l'eau. Je crois que cette crise de l'eau montre à quel point nous devons être à la fois progressistes et radicaux dans nos choix. Parce qu'à chaque fois que la population fait face à des difficultés de ce genre, des défis en termes d'environnement, de justice sociale, il faut que l'on réagisse coûte que coûte. Et moi, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour protéger tout ce dont la population a absolument besoin. Elle y a droit. Toujours plus à gauche ? Oui, je crois qu'il faut être plus à gauche. Je crois qu'il faut sans cesse dénoncer le manque d'investissement public, refuser la marginalisation que subit la population de Jackson, comme dans d'autres lieux à travers le pays. Mais pendant que le maire parade, les commerces du centre-ville périclitent. Dernière victime, le Babalou, un restaurant qui n'a pas réussi à trouver assez de personnel et qui s'estime aussi victime de la crise de l'eau. La boulangerie-café de Jeff Good a perdu 20% de son chiffre d'affaires ces derniers mois. Et pour son propriétaire, la situation est aujourd'hui pire que pendant la pandémie de Covid, où ils étaient soutenus. Pour que cela change, ses amis le poussent à se lancer dans la bataille pour la mairie. C'est un démocrate comme le maire, mais il se présente comme un modéré qui craint une récupération de cette crise de l'eau par les extrêmes. Je crois que le scénario d'une ville noire, pauvre, qui n'a plus d'eau au robinet, convient parfaitement à l'extrême gauche, aux socialistes. Regardez ce qui arrive quand le gouvernement ne contrôle plus rien et laisse le secteur public aux mains de puissants groupes privés. Vous ajoutez à cela la question du racisme, et je vois bien que cela suscite de l'intérêt au niveau national. Et c'est pour cela que l'on a eu tant de gens comme vous qui êtes venus nous voir. Mais je constate qu'au niveau national, cette histoire pourrait être récupérée et que certains en profitent pour avancer leur pion. Dans le quartier ultra chic de Woodland Circle, il n'y a que 2 maisons habitées par des Noirs, dont celle de Jonathan Lee. Lui a décidé de se retirer de la vie politique pour se lancer dans les affaires, et apparemment, cela marche. Moi, si je vis ici, ce n'est pas parce que je n'ai pas le choix, c'est parce que j'ai choisi de rester ici. Je me bats pour la renaissance de la ville. C'est pour cela que je vis ici. Encore un membre du Parti démocrate, il a été candidat à la mairie mais a échoué face à un autre démocrate. Aujourd'hui, il constate que certaines idées venues de la gauche font leur chemin jusqu'à la Maison-Blanche. Si on parle politique, il me faut un Bourbon. Est-ce qu'il y a eu un réveil de la gauche? Oui, les extrêmes sont plus extrêmes qu'avant. Et le fait que Bernie Sanders soit apparu comme un candidat potentiel à la présidence était impensable. Mais je ne sais pas si dans ce pays, on utiliserait le mot de socialisme. Le mot reste un tabou. C'est toujours un gros mot. Mais certains concepts socialistes me concernent. Quand, par exemple, ma fille a des milliers de dollars de dettes pour payer ses études, eh bien oui, je peux accepter certaines de ces mesures. Il s'agit bien de mesures socialistes, sans aucun doute, même si je crois que les gens n'utiliseraient pas ce mot. Si à l'approche des élections de mi-mandat, Joe Biden a en effet décidé d'effacer les dettes des étudiants, ce n'est qu'un geste électoral pour ceux qui se présentent comme les socialistes américains. Même ici, dans le Sud, des militants assument leur proximité avec le marxisme. Margaret et Will ont toujours trouvé dans les travaux de Karl Marx une certaine pertinence, encore plus aux États-Unis. Quand on a lu ça en réunion de section du parti,
On a beaucoup débattu de la façon dont Marx analyse le capitalisme, comment ce système essaie de toujours mettre la pression sur les salariés, toujours plus, jusqu'aux limites, pressés comme des citrons, en leur demandant de travailler de plus en plus d'heures, jusqu'à un point de rupture, jusqu'à ce que les salariés n'en puissent plus pour gagner toujours plus d'argent. Oui, et je crois que c'est la raison pour laquelle on assiste à un mouvement de plus en plus fort pour ouvrir des sections syndicales dans les entreprises. Cela montre que les gens ont compris le pouvoir que représente leur travail, qu'ils ne veulent pas être exploités et qu'ils doivent s'organiser. C'est ce à quoi on assiste en ce moment, dans les entrepôts d'Amazon à travers tout le pays, ou encore chez Starbucks. Marx peut expliquer beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, bien plus que ce que les gens imaginent. Une telle fracture ne risque-t-elle pas de dégénérer, de déboucher sur des émeutes? Pour les Américains, dans leur ensemble, l'hypothèse d'une révolte violente est aussi un tabou. En créant il y a 2 ans la section locale du Parti socialiste démocratique, William et Will ne pensaient pas qu'il y aurait tant de sujets d'inquiétude. La pandémie, la ségrégation et maintenant l'absence d'eau. Pour eux, tout cela pourrait en effet mal tourner, mais ils voient surtout que leurs thèses ont avancé. Vous savez, l'Amérique est une société violente, elle l'a toujours été. Je ne crois pas que cela ait beaucoup changé dans la mentalité des Américains. Et je crois que les gens sont de plus en plus enclins à reconnaître ces tendances violentes. On arrive à un point critique. Moi, je ne sais pas si, pris individuellement, les gens deviennent plus violents à cause de la pression que l'État met sur eux. Mais ce qui est sûr, c'est que pour quelqu'un comme moi, qui a grandi sous l'administration Bush, parler de socialisme est beaucoup mieux accepté qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est certain. Quant à Mary Adeline, croisée à la terrasse du café Bobo, elle qui s'était engagée chez les démocrates après l'élection de Donald Trump en 2016, elle a déchanté, surtout avec Joe Biden. Elle ne milite plus dans le parti, mais son cœur reste à gauche. Alors, faute de mieux, elle votera pour un candidat démocrate, mais surtout pour faire barrage aux républicains. Oui, je me sens orpheline. Avant, il y avait 2 camps opposés politiquement aux États-Unis. Les démocrates étaient censés être le parti du peuple, le parti qui protégeait les plus pauvres et ceux qui sont les plus soumis à la pression. Mais en vieillissant, je me rends compte de beaucoup de choses. Je vois qu'ils font aussi partie de l'establishment et qu'ils protègent leurs intérêts. Et vous avez des gens qui émergent sur la scène politique et qui sont bien plus à gauche, mais ils sont si peu populaires que c'est difficile de les soutenir. Pour autant, je choisirai toujours un démocrate plutôt qu'un républicain. Malgré tout, je continuerai à soutenir les démocrates tant que dans les rangs de la vraie gauche n'émerge pas de candidat plus à même de l'emporter. Moi, je veux rester ici pour faire progresser cette ville. Qu'ils soient socialistes ou conservateurs, démocrates ou républicains, à Jackson, tous ceux qui en ont les moyens se posent la même question. Partir pour vivre dans une ville qui ne s'effondre pas, ou rester parce qu'ils y croient encore, ils ont la foi en leur système, parce qu'ils sont américains.